Après la crise de 2008, on s'est aperçu que des milliers de communes françaises avaient elles aussi contracté des emprunts toxiques. Aujourd'hui, l'État abandonne-t-il ces collectivités avec leurs dettes colossales? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Patrick Saurin, salarié de la Caisse d'épargne et auteur du livre Les prêts toxiques, une affaire d'État, c'est aux éditions Démopolis. Bonjour Patrick Saurin. Bonjour Thomas Soto. Expliquez-nous très simplement, s'il vous plaît, si c'est possible, quel est le problème, de quoi il s'agit? Alors, le problème est important puisque je vais le résumer en un chiffre. Les prêts toxiques, que les banques appellent pudiquement les prêts structurés, génèrent chaque année un surcoût évalué par une commission d'enquête parlementaire à 1 milliard d'euros. Ça veut dire que ces prêts pris par les collectivités locales leur coûtent 1 milliard d'euros par an. En plus. En plus de ce qu'ils ont emprunté. C'est ça ? Tout à fait. Alors vous avez été, vous, pendant plus de 10 ans, chargé de clientèle auprès des collectivités publiques au sein des caisses d'épargne. Vous en avez vendu, vous, de ces emprunts toxiques aux collectivités ou pas ? Je n'en ai vendu aucun. Et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs de quitter le service des collectivités locales pour un autre service. Ces prêts sont apparus vers la fin des années 90 et au niveau des caisses d'épargne, surtout à partir des années 2000, où ils ont été commercialisés intensivement parce qu'ils généraient des marges beaucoup plus importantes pour les banques, mais en contrepartie d'un risque qui était beaucoup plus important pour les collectivités. Et les maires savaient qu'ils prenaient ce risque ou pas quand ils signaient pour ces prêts toxiques ? La plupart ne le savaient pas, parce que justement, le piège de ces prêts toxiques, grosso modo, un prêt toxique se compose de deux parties. Vous avez une première période à taux bonifié, où vous avez un taux fixe qui est inférieur au taux du marché. Donc là, on se dit que c'est intéressant, j'ai un prêt qui est en dessous du taux du marché. Tout à fait, c'est pour attirer le chaland. Et puis après, vous avez une deuxième période où là, c'est le taux qui est fonction d'indices spéculatifs, par exemple, le rapport entre l'euro et le franc suisse, et c'est ce qui a mené beaucoup de ces prêts à avoir des augmentations considérables de l'ordre de 15, 20, 25%, voire davantage. Donc vous n'avez pas voulu en vendre, vous n'avez pas été viré, mais muté à la Caisse d'épargne parce qu'on vous a sanctionné. Que vient faire l'État dans cette affaire ? En quoi l'État est mis en accusation aujourd'hui ? Alors l'État, il est responsable à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que pendant des années, l'État a laissé prospérer ce type de situation, il n'a pris aucune mesure. Il savait ? Il savait, oui, tout à fait. À partir de 2008, il savait ou avant ? Dès 1992, il y a eu une circulaire qui a été mise en place pour réglementer ce qu'on appelle les instruments de couverture, c'est-à-dire les sortes d'assurances que prennent les collectivités pour veiller à ce qu'un taux variable qui augmenterait puisse être transformé en taux fixe. Il y a une réglementation. Et ensuite, l'État est encore intervenu en 2010, où là, le problème était sorti. Après la crise des subprimes. Après la crise des subprimes. Et là, l'État, justement, n'a pas réglementé. Il s'est contenté simplement de déconseiller les prêts toxiques. Et dans son dispositif, il a même exclu les hôpitaux publics et les organismes de logement social qui étaient impactés par ce type de produit. Alors aujourd'hui, il y a des collectivités locales, territoriales qui ont porté plainte contre les banques, dont Dexia, dont l'État était actionnaire et qu'elle a reprise, pour s'être fait refiler des prêts toxiques. On est bien d'accord, hein. Qu'est-ce qui fait peur à l'État dans ces plaintes ? Alors, si vous voulez, vous avez parlé de Dexia. Dexia, au départ, il faut rappeler que dès 1966, l'État en France a créé la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, qui était une structure publique, qui est devenue le Crédit local de France en 87, Crédit local qui a été introduit en bourse en 91, pour créer Dexia en 96, qui a été démantelé en 2012. Donc, on voit cette situation. Or, lorsque la banque Dexia a été démantelée, le gouvernement français a accepté que soit reprise dans le cadre d'une structure publique française 90 milliards d'encours d'emprunts de Dexia, dont 10 milliards d'encours toxiques. Donc l'État se retrouve aujourd'hui dans la situation d'une banque en l'instar de Dexia. Et ce qu'il a fait proprement scandaleux, à la fin de l'année 2013, l'État, voyant les décisions de justice, justement, qui donnaient raison aux collectivités locales, qui en gros obtenaient des taux très bas. C'est-à-dire qu'on leur disait, vous pouvez rembourser à 0,004% au lieu de 10%, 20% ou plus. Absolument. Les tribunaux appliquaient ce qu'on appelle le taux légal. Or, et donc que fait l'État alors ? L'État, eh bien, il a fait passer un dispositif, il a essayé de le faire passer pour faire en sorte que les contrats qui étaient illégaux deviennent légaux rétroactivement. Heureusement, le Conseil constitutionnel... Pour faire clair, pardon, l'État veut donc que les collectivités locales payent plein pot, payent les intérêts. On parle de 17 milliards à peu près, dit Bercy, ce que disait Anne-Laure Jumet tout à l'heure dans son papier à 6h30. Les chiffres varient, donc là aussi, on manque d'analyse, mais ça représente des sommes colossales, plusieurs milliards d'euros. Ça veut dire que l'État est en train d'étrangler les collectivités locales avec ses prêts ? Alors l'État a essayé de le faire, c'est-à-dire que l'État a essayé de faire passer ce dispositif qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui a dit que le fait de faire rétroagir la loi, ce n'était pas possible. Est-ce que la conclusion de tout ça, c'est que ça va retomber sur les communes et donc sur les contribuables ? C'est de l'impôt en plus qui va nous tomber sur le nez après les municipales, Patrick Saurin ?
Alors, ça va se traduire de deux façons. Ça va se traduire d'une part par des impôts en plus et d'autre part des services publics en moins. Mais ce n'est pas inéluctable, puisque des collectivités gagnent en justice. Actuellement, il faut savoir qu'il y a 300 procès qui sont engagés. Et quelque chose de très important, si une collectivité n'agit pas en justice, des citoyens peuvent se substituer à la collectivité et agir en justice dans le cadre de ce qu'on appelle l'autorisation de plaider. Et ça va se passer bientôt. Merci Patrick Saurin d'être venu nous expliquer tout ça ce matin sur Europe 1.